Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. 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 Salut à toutes et à tous, ça y est, la saison régulière est terminée, mais avant qu'on passe sur le sujet du podcast du jour, on voulait une fois de plus vous remercier d'être de plus en plus à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming audio. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que vous nous suivez dans cette aventure des podcasts avec le CQFR, avec tous les formats qu'on est en train de développer et qu'on a développé jusqu'à présent. Et on est ravis de pouvoir compter sur une communauté comme la vôtre, comme la nôtre, où l'essentiel des commentaires sont positifs, ou du moins sont vraiment dans l'idée de discuter, de parler de notre passion commune pour le basket. Merci d'être de plus en plus nombreux avec nous. N'hésitez pas, vous le savez malgré tout, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner sur les plateformes, à liker, commenter. Vous connaissez un petit peu maintenant comment ça marche. Nous, on est ravis en tout cas de pouvoir nous adresser chaque semaine à de plus en plus de gens passionnés de basket. Comme je vous l'avais dit, comme vous le savez, je suis rejoint bien sûr par Shai et par Antoine, et comme la saison régulière a pris fin hier, qu'on a une partie des oppositions des playoffs qui sont déterminées, parce que vous savez que les matchs de play-in vont se jouer cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi et dans la nuit de vendredi à samedi, si je ne me trompe pas, pour la deuxième partie du play-in. On a décidé simplement de parler un petit peu des playoffs, voir ce qu'on attend pour les différentes confrontations qui sont déjà établies, voir peut-être quelles pourraient être les autres confrontations dont on attend encore les résultats à venir. Shai et Antoine, même si voilà, vous êtes au cœur de l'action tous les matins dans le CQFR, j'ai une question malgré tout. Là où on en est là avec les oppositions auxquelles on va s'attendre et dans lesquelles on va rentrer, est-ce qu'il y a des surprises malgré tout, finalement, quand vous vous rappelez un petit peu le début de saison, des équipes que vous trouvez qui ne sont pas du tout là où vous imaginiez qu'elles seraient à ce stade de la compétition? En fait, il y en a pas mal, ouais, c'est ça. Tu disais Cleveland, Antoine, c'est ça? Ouais, moi j'ai dit Cleveland direct. Si Ouais, on prend par rapport au coup d'envoi de la saison, après évidemment ça semble loin le coup d'envoi de la saison maintenant. Donc on a eu le temps de voir venir. Cleveland a commencé très très fort. Donc dès le début ça a été très fort et c'est vite rentré dans l'esprit collectif que les Cavaliers étaient une grosse équipe. On les considère comme des candidats au titre, etc. Ils font partie même plus que des candidats, pardon. Ce sont des favoris au titre aujourd'hui vu leur bilan. C'est pas un truc qu'on avait attendu. Je pense que dans les best case scénarios, on se disait tiens, Cleveland peut être 2e, 3e à l'Est, quel que soit le premier, tu vois, que ce soit Boston, que ce soit Philadelphie, que ce soit Milwaukee, que ce soit New York, peu importe, personne se disait vraiment, personne, pas parmi nous en tout cas, se disait que Cleveland va vraiment dominer la conférence Est. Je pense moi c'est la plus grosse surprise. Houston 2e à l'Ouest, c'est une potentielle surprise, mais c'est un scénario qui avait été envisagé, une progression qui a été envisagée, tu vois, ça. Même toi, Shai, le premier, tu avais dit Houston aura l'avantage du terrain en playoff, etc. Je ne les voyais pas 2e, je l'ai dit. Mais ouais, 4e, je pensais que le plafond c'était 4e et c'était déjà bien, tu vois. Et il y a une 3e petite surprise, mais elle est liée à un trade. Mais les Lakers 3e, début de saison, pareil, je ne m'attends pas à ce que LA ait l'avantage du terrain sur un premier tour de playoff. Après, voilà, entre-temps, il y a eu un trade. Ça a changé beaucoup de choses. Ouais, et puis dernière surprise, maintenant, on l'a comprise, mais Détroit, je ne les voyais pas du tout. Bien sûr. Je voyais un play-in au max du max, mais j'étais même pas sûr. Je pensais que ça allait être une nouvelle saison dans les bas-fonds, peut-être un peu plus positive avec un coach de développement et tout. 6e, qualifié direct sans passer par le play-in, même à l'Est où on dit que c'est toujours moins fort et tout. Non, j'aurais pas misé dessus non plus. Moi, honnêtement, c'est. Alors, on va pas parler des Sixers, qui sont quand même, pour le coup, ils y sont pas du tout. Et ça, c'était quand même une énorme surprise par rapport même au scénario catastrophe qu'on pouvait avoir. On n'aurait pas imaginé une saison comme ça. Moi, c'est les 2 équipes de Los Angeles que j'attendais ni l'une ni l'autre aussi haut. Je pensais que les Lakers, ça aurait de quoi être une bonne équipe. Là, encore une fois, il y a un trade qui est rentré en ligne de compte, qui a énormément changé la donne. Mais les Clippers, je m'étais vraiment trompé. On en avait déjà parlé. Je pensais honnêtement pas que James Harden avait ce qu'il fallait en lui pour encore peser vraiment comme il l'a fait tout au long de la saison. Et je pensais pas, à voir si ça va durer. Je touche du bois, j'espère malgré tout, parce que c'est un joueur fantastique quand il est en pleine possession de ses moyens. Moi, j'avais fait une croix définitive sur Kawhi Leonard. Donc, je pensais pas les Clippers capables d'arriver en playoff en étant aussi dangereux. C'est-à-dire que je pensais qu'ils pouvaient faire une saison correcte,
play-in. Je pense que c'est ce que j'aurais déterminé pour eux comme potentiel en début de saison. Mais je m'attendais pas du tout à ce que, et puis là on va pouvoir rentrer dans le détail, qu'on en parle à ce moment de la saison en se disant jusqu'où cette équipe peut aller en play-off. Ça, pour moi, c'est les deux plus grosses surprises, je pense. Ouais, pareil. Enfin, les Clippers, même tout comme toi, Harden et tout. En fait, il fallait juste, c'est un peu triste et brutal, mais il fallait juste retirer Paul George, en fait. Ce qui est fort, c'est ce que eux ont laissé croire, en fait. C'est-à-dire que déjà, la décision du front office des Clippers, ça a été de libérer Paul George, de le laisser partir sans contrepartie. Ouais. Et les joueurs ont parlé tout de suite d'être meilleurs par soustraction, ce qui est quand même très fort quand tu perds un All-Star sans en faire venir un autre. Et effectivement, derrière, ils gagnent 50 matchs. Chapeau. Surtout pour un joueur comme lui qui a quand même une image assez clean, à part les blessures à répétition, finalement la plupart des gens ont surtout du positif à dire de Paul George. C'est pas un joueur clivant comme ont pu l'être Kyrie, James Harden ou d'autres. Et là c'est vrai que c'était assez marquant quand même, comme tu le rappelles Antoine, après son départ que le vestiaire lui-même laisse entendre que non, ils allaient très bien s'en sortir sans lui. C'était un peu surprenant quand même. On parle des Clippers. Allez, je vous propose qu'on commence. Du coup, commençons par cette série parce que c'est vraiment une série que je trouve passionnante. Donc, les Nuggets, 4e à l'Ouest, vont affronter les Clippers, 5e à l'Ouest au premier tour. Ils ont exactement le même bilan, 50 victoires, 32 défaites. Les Nuggets, pour donner un petit peu quand même le contexte, qui viennent de perdre leur coach. Là encore, une première dans l'histoire de la Ligue. Je crois bien que c'est la première fois de toute l'histoire qu'une équipe change d'entraîneur aussi proche du début des playoffs. Face à ces Clippers qui nous ont... Alors forcément, on les a à l'esprit, on les a vus jouer hier dans ce fameux match qui a justement validé leur 5e place, cette victoire en prolongation face aux Warriors, dans laquelle ils ont fait vraiment forte impression. Je trouve que c'est une des séries peut-être alors, passionnantes, c'est peut-être pas le terme, mais j'ai tout un tas de questions et je suis pas sûr d'avoir de réponse claire. C'est-à-dire que je peux partir dans un début d'élaboration et me dire bah non, mais ça va aller à l'avantage de cette équipe, et 2 minutes après me dire oui, mais en même temps il pourrait se passer ça et ça, et ça pourrait aller à l'avantage de l'autre équipe. Quel est votre feeling en fait pour cette série entre Denver et Los Angeles? Moi, je la trouve passionnante, la série. Enfin, pour le coup, ça fait partie de celles qui m'intéressent le plus. Et je suis comme toi, j'ai plein de questions. Je sais pas à quel point, dans quel état d'esprit sont les Nuggets après tout ce qui s'est passé. T'as raison, c'est une première. Je crois qu'il y avait, parmi les équipes avec autant de victoires, il me semble qu'il y avait Larry Brown en 83 qui avait déjà été viré parce qu'ils avaient grillé qu'il allait s'engager, qu'il allait retourner en NCAA, quelque chose comme ça. Alors j'ai regardé parce qu'au bout du compte, c'était marqué enfin. C'est pas resté comme étant un renvoi parce qu'officiellement il a donné sa démission, même si en fait il allait se faire virer. Donc c'est juste la petite nuance. Mais c'est bien une situation et un contexte exceptionnel, c'est-à-dire que tu as à la fois celui qui est considéré comme le meilleur joueur de la ligue dans ton équipe, qui a été champion il y a 2 ans, c'est ça, oui, 2 ans. Donc c'est un contexte, c'est quasi du jamais vu, je trouve. Donc j'ai cette question-là, quelle version des Nuggets on va avoir? Là, il y a eu 2 matchs pour juger, c'est pas suffisant. 3 matchs. Ils ont gagné les 3. C'était 3 matchs. Ils ont pas. Est-ce que l'échantillon est suffisant pour se dire ça y est, ils sont revenus comme un moment dans la saison? On s'était dit là c'est bien, on retrouve un peu les Nuggets, même s'il y a toujours les lacunes défensives qui sont jamais vraiment parties cette saison. Ou alors est-ce qu'ils sont toujours un peu à moitié traumatisés ou à moitié incapables de faire mieux que ce qu'ils ont fait jusque-là? Je me pose des questions. Moi, ce dont je suis à peu près sûr, non, c'est peut-être un peu fort de dire que j'en suis sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros parfum de série en 7 matchs à la mort dans celle-là, où c'est tellement serré que d'un match à l'autre que je vois pas une équipe gagner facilement, en fait. Les Clippers sont sur une telle bonne dynamique, avec leur star qui joue bien, avec un banc plutôt bon, que je les vois pas prendre une rouste. Les Nuggets, même s'ils ne sont pas bien mentalement et qu'il y a plein d'interrogations, je ne les vois pas se faire exploser. Donc, je vois une série surtout très, 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 très serrée, avec comme point d'interrogation qui me fait presque pencher pour les Clippers. On parlera peut-être de nos pronostics plus ou moins derrière. Vu comment joue Kawhi, Harden, Powell et tout, j'ai très peur pour la défense des Nuggets, en fait. Moi, comme vous, je vais répéter, mais série passionnante, c'est peut-être celle que j'attends le plus au premier tour. Après, chaque série de l'Ouest va être folle. Toutes les séries de l'Ouest vont être très intéressantes. Mais celle-là, je pense que c'est la plus belle. Shai, tu m'as déjà grillé mon pronostic. Mon pronostic, c'était de dire cette série va aller en 7 matchs. Je ne donne pas le vainqueur, mais je pense qu'il y aura 7 matchs. Et il y a
en plus de tout ce que vous avez dit, moi, il y a un truc que je trouve très intéressant sur cette série, c'est que c'est peut-être la seule équipe de l'Ouest, Los Angeles, qui a un homme. Il y a Rudy Gobert aussi. Les Timberwolves, on aurait pu dire Rudy Gobert, mais l'histoire nous montre à chaque fois qu'en vérité, ça se passe pas très bien pour Rudy Gobert à chaque fois qu'il croise la route de Nikola Jokic, même si les Timberwolves ont gagné l'an dernier. J'ai l'impression que les Clippers sont la seule équipe qui n'ont pas forcément avoir besoin de faire des prises à deux sur Jokic et qui vont pouvoir laisser Zubac bosser sur Jokic et du coup, quelque part, forcer Jokic à scorer. Et à la fois, j'ai vu une stat, c'est Zubac, c'est le seul intérieur qui limite Jokic sous les 45% près du cercle. C'est le seul de toute la ligue qui arrive à tenir Jokic près du cercle. Et ça, c'est un atout que je trouve très intéressant. Ça va être un duel dans cette série que je trouve absolument passionnant. C'est de voir comment Zubac va tenir Jokic et ce que ça peut avoir comme conséquence pour les Clippers du coup. C'est super intéressant parce que Zubac, il est central dans le succès de cette équipe des Clippers cette saison. C'est justement, moi j'allais dire, c'est l'un des affrontements, ça va être l'affrontement entre deux des meilleurs pivots de toute la ligue, parce que c'est ça la réalité de la saison. Zubac, il est à ce niveau-là. Et en fait, tu vois ce que tu dis sur est-ce que les Clippers vont pouvoir laisser Zubac tout seul face à Jokic, entre guillemets, sachant qu'ils ne pourront pas le faire tout le temps. Je ne sais pas dans quelle mesure ils pourront vraiment le faire, parce qu'en fait, Zubac est trop essentiel aussi au succès des Clippers en attaque, et donc je ne pense pas qu'ils puissent non plus prendre le risque de le laisser prendre des fautes. Alors, c'est pas pour dire que Rudy Gobert a pas une importance en attaque pour les Timberwolves, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait que Rudy, avant tout, son gros point fort, c'est vraiment... Non, essentiellement, ce serait trop dur, mais principalement, en tout cas, son apport défensif. Et là, Zubac, en fait, dans le match qu'on a vu hier face aux Warriors, on voyait offensivement à quel point il est important à la réussite, à la finition, mais même dans le danger qu'il représente dans le jeu quand James Harden joue ses pick and roll dans l'axe ou est en isolation. Donc ça va vraiment être passionnant. Je pense malgré tout que, enfin, ce qui est sûr, je pense qu'on peut vous allez en convenir avec moi, les Nuggets arriveront avec le meilleur joueur sur le terrain. Ça, c'est sûr, on sait que c'est une notion qui est importante. Un joueur contre qui personne n'a vraiment trouvé de solution, quoi qu'il arrive. Et finalement, quand je vois le contexte des Nuggets avec changement de coach, et que je me dis en face, tu as les Clippers en pleine bourre, leurs joueurs jouent à la perfection, ils sont très bien coachés. La logique voudrait que je penche du côté des Clippers, mais il y a quand même un historique de playoff autour de cette équipe, autour de ces joueurs, que ce soit Kawhi Leonard et le fait qu'il est sur toutes les dernières saisons, on a toujours fini par manquer au moment les plus importants. James Harden, qui a quand même toujours finalement fini par décevoir d'une manière ou d'une autre en play-off, ou du moins de pas être en mesure de répliquer la qualité de ses saisons régulières, qui fait que je peux quand même pas miser à tous les coups sur les Clippers. Et c'est pour ça, je savais pas si vous alliez pronostiquer une série plus ou moins courte ou pas. Je suis pas étonné que vous disiez en 7 manches, parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que l'histoire voudrait que les Clippers se foirent, parce que c'est comme ça que ça se passe habituellement. Et en même temps, on sait que d'un pur point de vue de probabilité, il y a forcément un moment où le balancier va passer de l'autre côté. Donc, est-ce que ça serait pas le meilleur moment pour que ça le fasse, vu le bazar quand même du côté du management des Nuggets. C'est vraiment très dur à lire. Mais je suis ravi que tu aies parlé de Zubac tôt dans la discussion, Antoine, parce que pour moi, il est vraiment essentiel et limite tout au long de la saison, avec James Harden, encore une fois, qui a été très bon tout au long de l'année. J'ai l'impression que c'est le joueur peut-être sur lequel tu peux le plus compter à coup sûr du côté des Clippers, à la fois pour être sur le terrain et pour être performant. Vas-y. Non, je partais sur autre chose si tu vas rebondir sur Zubac. Ouais, sur Zubac, bien sûr, effectivement, je pense que les Clippers ne peuvent pas se permettre de laisser Zubac prendre des fautes. Et si Zubac prend des fautes, il y aura besoin de voir autrement. Mais tant qu'il n'est pas en foul trouble, je pense que tu peux te permettre de ne pas faire de prise à deux. Je sais que il y a toujours cette question quand tu affrontes une équipe avec un très gros joueur en face, c'est de te dire, est-ce que lui, il met ses 40 points est-ce qu'on le ralentit lui ou est-ce qu'on ralentit les autres? Je pense qu'en fait, Nikola Jokic, et ça a déjà été prouvé, même si c'est très imparfait ce que je vais dire, et ça ne marche pas complètement. Jokic est un joueur qui trouve une solution quoi qu'il arrive, mais on a déjà vu qu'il y a des matchs. Voilà, je vais donner un exemple. Tous les matchs où il a mis plus de 50 points, Jokic, c'est que des défaites des Nuggets.
Et ça, pour moi, c'est pas une coïncidence. C'est pas juste l'échantillon est évidemment faible, donc on pourrait se dire ouais, c'est un hasard, etc. Mais pour moi, c'est pas une coïncidence. Jokic, il est extrêmement fort pour scorer, et du coup, le laisser scorer entre guillemets, c'est un risque parce que il va scorer. Il est très efficace, c'est un attaquant incroyable, mais j'ai l'impression qu'il son rayonnement sur les autres joueurs et la façon dont dont il est capable de sublimer les autres joueurs de son équipe, C'est le plus ça, important. c'est sa plus grande force et c'est ça que tu dois couper en priorité. Et quand tu fais pas de prise à deux, tu vas pas complètement limiter sa qualité de passe, évidemment, parce ça reste un joueur incroyable, mais au moins, tu réduis un peu son rayonnement auprès des autres et sa capacité à élever les autres vers le haut. Et je pense que ça, c'est très important pour Los Angeles. De pouvoir, et surtout qu'encore une fois, Zubac est un gars qui est capable de faire le job plus ou moins avec toutes proportions gardées face à Jokic. Comme je le disais, le seul qui le limite à 45% de réussite près du cercle, etc. Donc d'avoir à la fois un Zubac qui en 1 contre 1 va parfois tenir le choc, va évidemment prendre des points. Mais je pense que voilà, couper Jokic des autres joueurs, c'est couper entre guillemets, encore une fois, avec des pincettes, quand on emploie des mots comme ça. C'est important parce que l'effectif des Nuggets, quand Jokic rend les autres meilleurs et que les autres commencent à prendre feu, là, ça devient très compliqué. Alors que si par contre Jamal Murray, il n'a pas les espaces, Jamal Murray qui va être un énorme facteur X sur cette série, est-ce qu'il vient de revenir, est-ce qu'il va être, à quel niveau il va être, est-ce que c'est le playoff Murray qu'on connaît, est-ce que c'est un autre Jamal Murray, pareil, il y a un autre duel dans la série entre lui et Harden, lequel des deux va être le meilleur playmaker. Jamal Murray, s'il ne peut pas profiter autant des espaces de Jokic, d'un coup, ça devient très difficile pour créer. Pardon, j'ai fait long, je t'ouvre la porte sur autre chose. Pareil, l'importance de Murray. Il y a un autre truc que je trouve très important en faveur de Los Angeles, c'est que le fait qu'ils aient plusieurs créateurs d'élite, les Clippers n'ont pas vraiment de temps faible. Quand Kawhi sort, Harden prend le relais, ou peu importe, c'est Harden qui joue avec les remplaçants. Mais Harden, généralement, assure un certain niveau de jeu en tant que créateur unique quand il n'y a pas Kawhi. Alors que chaque minute que Nikola Jokic passe en dehors du terrain, c'est une minute de souffrance pour les Nuggets. Il y aura un contraste énorme entre les moments où Kawhi n'est pas sur le terrain et les moments où Jokic n'est pas sur le terrain. Les Nuggets n'ont toujours pas trouvé une formule, que ce soit avec Murray, avec Michael Porter Jr., avec Aaron Gordon, avec Russell Westbrook. Il n'y a pas une formule qui marche durablement quand Jokic n'est pas sur le terrain. Ouais, j'ajouterai un truc. Je suis un sceptique historique sur James Harden en playoff. Je manque jamais une occasion de rappeler que les 3/4 du temps, ça se termine pas bien, comme tu l'as dit Théo, d'une manière ou d'une autre. Je suis aussi un blasé ou un frustré des fins de saison de Kawhi Leonard en général, où quand il commence à être bien, il se reblesse ou il disparaît un peu. Pareil, ouais, pour gérer des blessures. Mais là, je sais pas, c'est de l'ordre de l'intangible ce que je vais dire. Mais en voyant leur match et en voyant un peu comment a évolué cette équipe cette saison, j'ai pas le même sentiment inévitable que ça va se produire, que Harden va forcément se louper, que Kawhi va forcément se blesser. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe et c'est peut-être, j'ai peut-être des œillères, je veux peut-être y croire absolument et forcer le fait que ça se passe bien. J'ai l'impression que là, ça va peut-être bien se passer justement. Et ils ont les armes pour gêner les Nuggets et les Nuggets sont pas très très bien en ce moment. Ils ont certes le meilleur joueur de la série, mais pour moi, Antoine, ce que tu as dit est fondamental. À chaque fois qu'Jokic est obligé de marquer 48 points avec les bras tout rouges et des griffures et des trucs, je trouve que c'est jamais bon parce qu'il s'use et les autres, en étant moins impliqués ou en étant mieux défendus par l'adversaire, du coup, ça fait que les Nuggets sont moins bons, je trouve. Si par contre, Jokic est en mode playmaker ultime tout en étant un scoreur décent autour des 25 points, ça peut suffire pour gagner n'importe quelle série, je trouve. Ouais, ce que tu disais, Antoine, sur le fait de ne pas forcément faire de prise à deux sur Jokic, là où je trouve ça super intéressant, c'est limite plus sur la manière dont tu vas pouvoir défendre sur les autres joueurs, en fait. Parce que quand je regarde cette équipe des Nuggets, c'est effectivement Jamal Murray a potentiellement la saison entre les mains maintenant. Parce que finalement, tu regardes l'effectif des Nuggets et tu dis, mais en fait, les Clippers, ils sont obligés de faire prise à deux sur personne d'autre que Jokic s'ils le souhaitent. Et ils ont suffisamment de taille et de bons défenseurs pour tenir tous les extérieurs de Denver, avec que ce soit Kawhi qu'on a vu défendre très fort hier dans le duel face à Jimmy Butler. C'était passionnant, quoi. Parce qu'en fait, tu dis, sur le papier, c'est deux joueurs qui ont un peu le même profil, qui peuvent très fort two-way players, qui sont costauds.
Et en fait, tu vois la différence physique de Kawhi Leonard. Je veux dire, Jimmy Butler qui a jamais l'air de subir. Là, physiquement, il y avait une différence. Alors, je dis pas qu'il a roulé sur Jimmy Butler, c'est pas ça que je dis, mais on a oublié à quel point c'est un cauchemar quand Kawhi est au sommet de son art. Donc, tu as lui, tu as Chris Dunn qui fait, vous en avez parlé à plusieurs reprises, une très bonne saison. Tu as Derrick Jones Jr. qui est long et qui est athlétique. Ils ont suffisamment même tu as Nicolas Batum, bien sûr, que j'ai même pas encore cité. Ben Simmons, voilà, Ben Simmons qui pose d'autres problèmes pour les Clippers, mais effectivement, défensivement, c'est fort, mais à voir s'il pourra être sur le terrain dans les moments où ça se joue. Mais par contre, voilà, ils ont le personnel pour pouvoir se dire, non, mais nous, de toute façon, au pire, si on a besoin, parce que ça pose trop de problèmes, on peut faire des prises à 2 sur Jokic, mais surtout, on est obligé de faire prise à 2 sur personne d'autre, quoi. On peut changer. Allez-y, faites venir des pics pour faire changer, pour qu'on se mette dans les switches, il n'y a pas de problème, on tient tous vos joueurs quasiment. Le seul, finalement, qui vont devoir essayer de cacher d'une manière ou d'une autre, c'est James Harden parmi leurs joueurs majeurs à l'extérieur. Donc, ça va être passionnant, d'autant qu'effectivement, du côté des Nuggets, finalement, on ne sait pas encore de quoi est fait vraiment Adelman. Il n'a jamais été dans une situation de devoir s'adapter d'un match à l'autre sur une série de playoffs, alors qu'on sait que Tyronn Lue, c'est un secret pour personne, c'est sans doute l'un des meilleurs, je pense, dans les ajustements d'un match sur l'autre, même au sein d'un match. Donc ça va être passionnant. Encore une fois, je pense que si je fais comme toi, Shai, et que je prends les faits bruts, en fait, la logique voudrait que moi, je penche du côté des Clippers, et en même temps, je peux pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu tout cet historique qui est tellement lourd que c'est dur d'y voir clair. Antoine, donc tu nous avais proposé qu'on ait un petit pronostic pour chaque playoff, alors pas forcément sur le résultat. Donc toi, tu as dit que tu voyais la série aller en 7 manches, c'était ça ton prono? Ouais, moi, mon prono, c'était ça. 7 manches, très serré tout du long. Bah, c'était ça aussi, moi. Mais alors, du coup, je vais essayer de varier un peu, mais je vais tenter la surprise, les Clippers qui passent, même si c'est. On n'était pas forcé de donner un pronostic particulier. Moi, je voyais vraiment 7 matchs, quel que soit, peu importe le côté d'où ça penche. Là, en ayant un peu discuté comme ça, je sens le. Est-ce que ce serait un vrai gros upset aujourd'hui? En début de saison, ouais. C'est deux équipes qui ont le même bilan. 4-5, exactement. C'est deux équipes qui ont le même bilan au final. Donc, bon, voilà, mon pronostic, c'est victoire en 7 matchs des Clippers. Voilà. Okay. Moi, je vais rester sur une performance individuelle. Alors, c'est pas surprenant, mais je pense que Nikola Jokic sera en triple-double sur la série. Et moi, je vois un triple-double avec 40 points se profiler gros comme une maison. Je vous propose J'aime beaucoup ce pronostic. J'y avais pas pensé, mais très bien vu. Je vous propose qu'on traverse et qu'on voit la série 4-5 du côté de la conférence Est. Il y aura une opposition donc entre les Pacers, qui ont terminé 4e avec un bilan de 50 victoires, 32 défaites, qui seront opposés aux Bucks, bilan de 48 victoires pour 34 défaites. Pour le contexte, un petit peu, Indiana, quand même, une équipe qui nous avait beaucoup déçus sur le début de saison et qui, depuis le All-Star Game, est quand même montre un bien meilleur visage, à commencer par Tyrese Haliburton, qui, depuis le All-Star Game, est redevenu le Tyrese Haliburton qu'on avait vu il y a quoi, je me mélange, 1 an et demi peut-être, je ne me rappelle plus comment il est fini l'an dernier. Ouais, l'année dernière, il était un peu blessé à un moment, mais il était déjà bien chaud quand même. D'avant sa blessure de l'an dernier, c'est ça que je cherchais comme marqueur. Du côté des Bucks, on a un Giannis Antetokounmpo qui est au meilleur de sa forme, qui est vraiment dans le mode domination totale, cheat code, tout ce que vous voulez. J'ai décidé qu'on n'allait pas perdre, donc on va pas perdre. Et en même temps, toujours ce gros point d'interrogation autour de Damian Lillard. Comment est-ce que vous voyez cette opposition ? Une autre série très indécise, mine de rien. Une autre série très indécise. Mais tu as parlé de Giannis, donc je vais rester sur Giannis. Qui va stopper Giannis Antetokounmpo, en fait, à Indiana? C'est la première question que je me suis posée en regardant la série. Et ça ne veut pas forcément dire que je vois nécessairement Milwaukee passer, mais le premier truc, voilà, je t'ai dit, j'ai posé Indiana, Milwaukee sur la feuille, j'ai dit, mais qui à Indiana va arrêter Giannis? Il va mettre Miles Turner. Il va mettre Miles Turner. Après, Turner, il a déjà eu des belles missions sur des intérieurs bien chauds. Après, sur une série entière, c'est beaucoup. Non, mais Giannis, c'est pas un intérieur. Hein. Là, c'est pas Victor Wembanyama. Il lui fait 20 kilos de plus. Hein. Là, c'est Giannis Antetokounmpo. Turner, c'est un Lego à côté de Antetokounmpo. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça lui ferait plaisir. C'est le plus beau compliment que tu pouvais faire à Miles Turner. C'est vrai, oui. C'est pour le coup, il est fan de Lego. J'aurais dû dire Playmobil pour l'irriter. Mais non, mais cette série,
série, elle peut dépendre de l'adresse au lancer franc d'Giannis Antetokounmpo. Vraiment, c'est fou parce que cette série risque d'être serrée, mais elle pourrait se résumer à l'adresse au lancer franc d'Giannis Antetokounmpo parce qu'ils vont être obligés de faire des tonnes de fautes sur lui. Les Pacers, en plus, ont une rotation profonde, donc peuvent un peu plus facilement faire des fautes, même avec des joueurs majeurs. J'ai l'impression qu'Giannis, il va shooter, je sais pas, 18 lancers par match. Et il va falloir vraiment qu'il les mette. Mais ouais, c'est le premier truc, moi, qui m'est venu en tête. Il y a une telle interrogation aussi autour de Damian Lillard. Moi, je pense que ça change aussi les perspectives de cette série parce que moi, je l'aborde avec le sentiment qu'Indiana a un avantage psychologique sur les Bucks. Ils les ont battus l'année dernière. Certes, voilà, dans des conditions aussi particulières, on peut le dire, mais c'est des équipes qui ne s'aiment pas. Indiana avait pris le dessus assez nettement l'an dernier. Collectivement, je trouve qu'Indiana joue avec beaucoup plus de cohérence que les Bucks qui sont très, 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 très dépendants de Giannis. Sur le papier, les Bucks sont le meilleur joueur, mais je trouve quand même qu'Indiana a de belles armes à proposer. Et là, je suis déjà en train de m'avancer vers l'issue. Je pense que je vois les Pacers passer, en fait, sauf si on me dit Lillard revient vraiment dès le début. Je ne sais pas quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet-là, et qu'il est suffisamment en forme pour apporter une autre option. Parce que si c'est que Giannis pendant toute une série, ça peut suffire. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a aucun problème. Mais sinon, j'ai peur que ce soit juste pour les Bucks, en fait. Est-ce que je peux juste déjà contredire le truc sur l'avantage psychologique? L'an dernier, ils ont gagné 4-2 alors qu'il n'y avait ni Giannis ni Lillard. C'était pas facile. Et il a manqué Lillard pendant une partie de la série et Giannis toute la série. Ils gagnent 4-2. Et cette saison, les Bucks ont battu 3 fois les Pacers en 4 confrontations. Juste sur l'avantage psychologique. C'est une bonne contradiction. L'avantage psychologique est complètement à l'avantage d'Indiana. Bonne contradiction où j'aurais dû regarder le bilan, ça aurait été mieux. Mais je sais pas, je suis resté, moi dans ma psychologie, ils ont un avantage. Après, ils l'ont peut-être par contre, dans leur tête, à mon avis, ils n'ont pas peur de Milwaukee, ça c'est sûr. Ouais, parce que même dans les matchs de saison régulière, même dans la NBA Cup l'année dernière, il y avait des espèces de. Il y a une tension entre les deux équipes que j'aime assez qui fait que la série, je pense qu'elle va être un peu pimentée. Voilà, moi je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi j'ai une forme de sérénité au moment pour les Pacers à ce moment-là en tout cas. Je trouve qu'Haliburton est revenu à pas loin de son meilleur niveau. Qu'autour ça joue plutôt bien. Siakam c'est fiable, Miles Turner c'est fiable. Il y a du monde autour. Mathurin est là ce coup-ci. Je trouve qu'ils ont ce qu'il faut en tout cas. Je sais pas. Et je vais tout de suite donner ma take pour cette série. Je pense que Tyrese Haliburton va faire un ou plusieurs matchs au-dessus des 20 passes décisives. Voilà. Pas mal du tout. Bien vu ça, on va suivre. Je vais suivre les stats d'Haliburton, voir si tu vois juste là-dessus, Shai. Fait, limite, tu sais l'argument que tu as avancé tout à l'heure pour les Nuggets, Antoine, j'ai l'impression qu'il est encore plus vrai pour Milwaukee. Moi, si je suis l'épaisseur, je dis, vas-y, si tu veux mettre 50 points, Giannis va mettre 50 points. De toute façon, le reste de l'équipe est trop faible. S'il n'y a pas Damian Lillard, on pourra vivre avec une série à 40 points de moyenne de Giannis Antetokounmpo. Et c'est un peu là-dessus que je reste, moi. Je pense que effectivement, comme Antoine, tu vois, je suis pas sûr. En tout cas, je pense pas que les Bucks, sur l'avantage psychologique, je pense que les Bucks, ils se foutent un peu des Pacers dans le sens où eux, ils se sentent pas dominés par les Pacers. Et c'est dangereux en fait de dire vas-y Giannis mets 50 points et on verra si ça suffira à faire gagner ton équipe parce qu'on a déjà vu que ça pouvait suffire en fait. Que c'est vraiment ce type de joueur quoi, qu'il peut mettre 50 points et faire gagner son équipe. Malgré tout, j'ai l'impression, moi aussi, je pencherais plutôt quand même pour une victoire des Pacers. Encore une fois, ça dépend d'Damian Lillard. Hein, s'il revient pas, s'il revient dans quel état de forme il est. Mais après, c'est aussi appuyé par le fait que j'ai aucune confiance dans le staff, dans le coaching staff des Bucks pour pouvoir arriver avec un plan de jeu particulier qui mette en valeur les faiblesses des Pacers. Par contre, je vais vous donner mon prono aussi moi, pour la série. Moi, je pronostique que les Pacers vont perdre au moins un match de manière incompréhensible en enchaînant les bourdes dans le 4e quart-temps en disant mais comment c'est possible, ils étaient à plus 12 à 3 minutes et ils ont perdu ce match. Parce que c'est quand même une équipe, je trouve, qui a tendance à vraiment se tirer une balle dans le pied dans les moments clés. Mais malgré tout, je serais plutôt tenté de penser qu'Indiana va passer. C'est marrant. Alors, sur le résultat global de la série, je peux vous rejoindre. Enfin, moi, c'est pareil. Je pense que c'est une série qui peut aller en 7 matchs, celle-là aussi. Donc, je vois une série potentiellement très serrée.
Je pense que si vraiment il fallait faire mon pronostic, juste le cœur m'influencerait à mettre Milwaukee. Par contre, sur tout le reste, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que c'est une série que les Bucks peuvent gagner sans Damian Lillard. J'en suis absolument convaincu et vous savez à quel point j'aime Damian Lillard. Et je pense sincèrement que les Bucks n'ont pas besoin de Damian Lillard plus que ça, outre mesure, sur cette série, parce qu'ils ont besoin de défendre. Ils ont besoin de défendre, et sur cette série, Tyrese Haliburton, c'est là où je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il va souffrir. Je pense qu'il va souffrir face à Ryan Rollins. Je pense qu'il va souffrir face aux Bucks, face à la taille des Bucks, face au fait que Tyrese Haliburton, c'est pas forcément un très bon joueur pour battre son vis-à-vis en 1 contre 1. Je pense que sur tout ça, il va souffrir. C'est pas un très bon joueur pour finir près du cercle. Avec Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo, moi je vois les Pacers être mis à mal par la défense des Bucks par moment. Et la question pour moi, pour que les Bucks passent, ça dépendra de l'adresse extérieure. Et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Théo. Je pense que l'équipe autour, elle n'est pas faible, en fait. Par contre, il y a besoin que ça rentre, les shoots. Il y a besoin que Gary Trent Jr. y mette ses shoots. Il y a besoin que Pat Connaughton y mette ses shoots. Il y a besoin que Kevin Porter Jr. y mette ses shoots. Et ça peut être la question sur est-ce que le Game 7, il penche en faveur des Bucks ou en faveur des Pacers. Est-ce qu'il y a 4 matchs dans la série où les shooters des Bucks y mettent dedans? Mais moi, je pense que cette équipe... Je t'interromps juste une seconde, mais c'est juste pour relancer, parce que tu vois, les 3 joueurs que tu as cités, Kevin Porter Jr., on n'a aucune idée de ce que ça peut donner en playoff. Les 2 précédents, par contre, c'est des joueurs qui sont déjà passés complètement au travers de séries. Quand tu dis, tu vois, effectivement, il faut qu'ils mettent leur tir, mais je dis pas qu'ils sont pas capables de le mettre, mais c'est vraiment des joueurs qui, jusqu'à présent, sont souvent passés au travers de séries, ou du moins n'ont pas su répondre quand justement il fallait que ce soit eux qui step up. Bien sûr. Après... Ils ont pas été Giannis. Tu as Gary Trent Jr. Au final, on l'a quasiment pas vu en playoff. Et l'année avec Toronto, il n'est pas nécessairement mauvais. C'est vrai qu'avec Portland, mais il était jeune. Donc là, on ne sait pas. C'est comme Kevin Porter Jr. Les deux sont jeunes, on ne sait effectivement pas. Par contre, c'est des vétérans à ce stade de leur carrière. C'est des vétérans. Je pense qu'il n'y a pas une énorme... Il y a de la pression sur eux, forcément, parce qu'ils vont avoir un rôle de facteur X. Mais pareil, je n'ai pas cité Bobby Portis, je n'ai pas cité Taurean Prince, qui est aussi un joueur qui a déçu. Tous ces gars-là, s'il y a 4 matchs dans la série où ils mettent dedans, je pense que ça penche en faveur de Milwaukee, qui est Damian Lillard ou pas. Même Kyle Kuzma, que je n'ai pas cité. Voilà, cette équipe, elle n'est pas faible. Hein. Moi, je la trouve pas faible, très sincèrement. Elle finit la saison sur 8 victoires de suite, tu vois, si on parle de tout ce qui est psychologique. Donc, ils ont battu les Pacers 3 fois sur 4. Ils restent sur 8 victoires de suite. Ils finissent très fort sans Damian Lillard. Ils ont trouvé un espèce de groove avec de l'adresse. Giannis qui fonce dans le tas, qui est inarrêtable. Derrière, tu mets des shooters autour et ça rentre. Quand ça rentre, c'est très dangereux. Je pense que cette équipe a plus d'atouts que ce que vous pensez. Et encore une fois, je pense que ça sera serré. Je pense que Milwaukee passera pas forcément ce tour-là. Mais je pense qu'il y a plus d'atouts que ce que vous pensez. Le retour de Bobby Tramadol est important. Faut le reconnaître. Non, mais moi, c'est vrai que l'équipe, je la trouve pas faible sur les individualités, mais trop souvent dans la saison, j'ai pas trouvé beaucoup de cohésion, de cohérence dans le jeu, tout ça. Et bon, leur début était cataclysmique, hein, ils ont petit à petit trouvé la bonne formule, mais ça va être intéressant parce nos points de vue sont assez opposés là-dessus. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Moi, je pense quand même que Lillard il est important et que les Pacers peuvent survivre en se disant que Giannis, on le laisse marquer, pas non plus 60 points, mais je pense que l'approche peut être bonne. Et pour Haliburton, même si il peut vite être gêné effectivement sur toutes les situations que tu as données, Antoine, mais c'est aussi pour ça que je le mets avec plein de matchs à 20 points, à 20 passes, pardon. Et si les autres sont bien, et je pense qu'ils peuvent l'être, Siakam, c'est un mec qui il connaît le chemin de la victoire, comme on dit, je pense que ça peut suffire. Ce qui est marrant, c'est pas surprenant parce que c'est 2 équipes qui sont classées 4e et 5e de leur propre conférence, mais c'est à quel point elles sont proches. Je regardais un petit peu le defensive et l'offensive rating de ces 2 équipes. Finalement, Milwaukee est 12e au defensive ratings, mais Indiana est 14e. Et en ce qui concerne l'offensive rating, tu as Milwaukee qui est Indiana qui est 9e et Milwaukee qui est 10e. Donc c'est 2 équipes qui sont assez proches. En fait, je pense que... Alors quand je disais faible pour l'effectif de Milwaukee, c'est effectivement peut-être pas si faible vu l'effectif des Pacers. Je trouve ça quand même pas très fort en fait. Honnêtement, tu vois, même tu me dis Taurean Prince, il y a plein de joueurs, je me dis mais combien de fois on les a vus Pardon ? Parce qu'on les juge encore, excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce qu'on les juge encore, les Bucks, à l'échelle d'un candidat au titre. Et c'est sûr que si tu compares à l'échelle d'un candidat au titre, c'est faible. Mais si tu les juges juste en tant que... Parce qu'en fait, on prend constamment... On est biaisé, on a le filtre de cette équipe est censée gagner un titre. Et on juge par rapport à ça. Mais si tu la prends juste telle qu'elle est, avec la saison qu'elle vient de faire,
l'effectif est pas faible. Pardon, C'est désolé. vrai. Non, c'est vrai. Non, t'as complètement raison. Et en même temps, c'est entièrement de la faute des Bucks, en fait. On est obligé de les voir par ce prisme-là, de la même manière qu'on est obligé de juger la saison des Mavericks, peu importe comment elle se terminera, par ce prisme-là, puisque c'est celui-là qui nous a été donné. On nous a dit, notre équipe, voilà pourquoi on a fait ses choix, voilà ce qu'on a construit, voilà ce qu'on veut faire. Mais je te rejoins sur ce que tu dis sur l'effectif. Je me permets de vous donner le pourcentage à 3 points de 9 joueurs des Bucks sur les 8 derniers matchs. Vous êtes prêts? Donc tous les joueurs de rotation sauf Giannis. Kevin Porter Jr., 42% de réussite à 3 points sur les 8 derniers matchs. Bobby Portis, 38% de réussite à 3 points sur les 8 derniers matchs. Kyle Kuzma, 42%. Brook Lopez, 37%. Pat Connaughton, 35%. Gary Trent Jr., 39%. Ryan Rollins, 56%. Taurean Prince, 37%. AJ Green, 55%. Le plus faible là-dedans, c'est Pat Connaughton avec 35%. Ces gars-là sont en feu et c'est eux qui arrivent en play-off avec un Ryan Rollins qui est excellent depuis son intronisation sur notre 5 à la place de Lillard. C'est une équipe qui arrive en pleine confiance, pleine forme, avec, je le répète, un schéma. Moi, le coup des 50 points, si tu laisses marquer Giannis 50 points, attention, cette équipe, tu as mis le net rating global sur la saison. Regardons sur la fin de saison. Et encore, ils viennent de prendre 133 points contre les Pistons. Mais cette équipe, elle va être capable de défendre. Si Giannis il te met 50 points, les Pacers, va falloir être très costaud en attaque pour compenser les 50 points de Giannis. Parce que suffit qu'il y ait 3 gars des Bucks qui prennent feu à 3 points, 3 gars sur les 9 que je vous ai cités. Et bon courage pour battre Milwaukee. Moi, je laisserai pas Giannis marquer 50, je l'enverrai ultra souvent sur la ligne des lancers francs. Non, mais t'as raison, mais en même temps, tu vois, je suis d'accord sur les stats que tu donnes, c'est des chiffres. En fait, mais je regarde l'effectif, c'est-à-dire que tu vas miser sur Kyle Kuzma pour te faire gagner une série de playoffs. Tu vas miser sur Kevin Porter Jr., donc tu connais rien en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Pat Connaughton, moi j'aime beaucoup le joueur. Chaque année, j'étais déçu en fait. Chaque année, j'étais déçu de voir qu'il parfois il était même plus dans la rotation. Donc moi, c'est une équipe que j'aime bien, hein. C'est même pas le cri du cœur, tu vois, quand je vois Indiana. Et pour être 100% honnête, j'ai pas beaucoup plus de confiance finalement dans la capacité des Pacers à se révéler être une équipe dominatrice en playoff. Mais bon, on va voir. Moi, je pense quand même que la présence de Damian Lillard est essentielle pour Milwaukee s'ils veulent passer cette série. Moi, je serais extrêmement étonné si les Bucks passaient les Pacers sans avoir Damian Lillard sur le terrain. Juste mon prono, du coup, c'est très rapide. Moi, mon prono, alors il est un peu très bateau et très bizarre à la fois. C'était de dire les matchs à l'extérieur vont coûter double, voire triple. Alors, c'est normalement le cas pour chaque série. On sait que tu dois gagner à l'extérieur, surtout si c'est pas toi qui a l'avantage du terrain. Mais là, on a 2 équipes qui ne voyagent pas très bien. Celle qui arrivera à se débloquer très vite, et notamment Milwaukee qui commence la série à l'extérieur, à débloquer très vite cette barrière de « Ah, on a gagné loin de chez nous ». Je pense que ça peut psychologiquement faire beaucoup de choses. Eh ben, très bien. Écoute, enchaînons avec... restons à l'Est. Je vous propose de haute série qui a un goût un petit peu de confrontation du passé entre l'équipe classée numéro 3, donc les New York Knicks, qui vont affronter les Detroit Pistons. On en a parlé tout à l'heure, une des belles surprises, ce n'est même certainement la plus belle surprise, la plus belle histoire de cette saison. On a parlé en détail dans le Hoop Culture de dimanche de Détroit et des Pistons avec Wax, qui est probablement l'un de leurs fans numéro 1 en France. Je vous donne quand même le bilan de New York, qui termine avec 51 victoires, 31 défaites. Les Detroit Pistons, 6e, qui termine avec 44 victoires, 38 défaites. Je vais vous donner mon pronostic pour commencer. Je vous donne juste mon pronostic. Moi, je pronostique qu'il y aura au moins une baston ou un début d'échauffourée qui impliquera J'avais marqué aussi. Voilà. Josh Hart du côté des Knicks et du côté des Pistons, vous pouvez choisir le joueur que vous voulez, mais je suis à peu près sûr qu'il y aura un début d'échauffourée. Isaiah Stewart. C'est marrant, j'allais dire que ce serait mon pronostic, tu vois. Mais oui, ça peut être. Ils ont plein de clients, hein, Ron Holland. Ron Holland, c'est un bon pétard, j'ai l'impression. Ouais. Celle-là, elle est là où c'est intéressant, c'est que les Pistons ont zéro pression. J'aime bien les équipes qui arrivent avec zéro pression en se disant juste, franchement, si on gagne un match ou 2, c'est cool, ça valide notre progression. C'est des équipes ultra dangereuses, je trouve. Et les Pistons en sont une parce que les Knicks, je trouve pas qu'ils ont une confiance gigantesque là au moment d'aborder les playoffs. Jalen Brunson est revenu de blessure, ça c'est bien, mais pas encore à 100%. Ils ont toujours ces interrogations, et encore c'est un euphémisme, ces problèmes défensifs qu'ils ont eu tout au long de la saison, que j'ai refusé de voir dans un premier temps en me disant c'est bon, il y a le personnel pour défendre correctement, ça va aller. Donc
ça ressemble vraiment à une série piège. Je pense quand même que New York va passer, mais ça peut vite être compliqué s'ils perdent notamment à domicile un des matchs. Les Pistons, si je dis pas de bêtises, en plus, ont un bon bilan contre les Knicks, genre 3 victoires en 4 matchs. Ouais. Voilà. Voilà, elle est vu qu'ils ont zéro pression, qu'il y a quand même quelques vétérans qui sont dans l'équipe. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que les Pistons vont passer, hein, mais je pense pas qu'il y aura un sweep, par exemple. Même si Détroit aurait le profil de l'équipe justement sans pression, assez jeune, qui arrive un peu de nulle part et qui pourrait vite être balayé, je pense pas que j'allais dire c'est mon pronostic. Mon pronostic c'était la baston, mais c'est pas un pronostic ultra risqué, mais je pense que les Pistons vont donner plus de mal que ce que l'on pourrait penser aux Knicks. Moi non plus, je vois pas de sweep. J'aurais pas vu un sweep. La grosse question que je me pose sur cette série concernant Détroit, c'est est-ce que finalement il y a assez de talent offensif ou de playmaker, on peut choisir le terme, du côté des Pistons pour vraiment faire payer aux Knicks leurs lacunes défensives. C'est-à-dire que la défense des Knicks, pour moi, c'est potentiellement un point faible. Même s'il y a quelques bons défenseurs dans ce 5 majeur, il y a une zone à exploiter, la zone Bronson 4, etc. Il y a des choses à exploiter. Michael Bridges aussi est un ton en dessous que ce qu'il a été par le passé. Il y a des choses à exploiter, mais je ne suis pas sûr que les Pistons aient assez d'armes pour exploiter ça. Parce que déjà, je pense qu'il n'y a pas assez de talent offensif et je dirais qu'il n'y a pas assez de créateurs. Il y a un seul, il y a Dennis Schroeder aussi en sortie de banc, mais il y a un seul mec qui vraiment est capable d'exploiter des mismatchs, c'est Cade Cunningham. Cade Cunningham, il a été excellent contre les Knicks pendant la saison régulière. On peut le lire à droite à gauche. C'est contre les Knicks qu'il a le mieux joué. Il était à 30 et quelques points. Il va le refaire en playoff et lui va découvrir les playoffs, va découvrir le traitement des playoffs. Donc ça c'est la question que je me pose un peu pour les Pistons, c'est de savoir comment ils vont faire. Il y a peut-être un début de solution. Si j'étais Détroit, là, je partirais sur cette série en me disant faut qu'on défende vraiment nous aussi comme des chiens, parce que c'est nous les bad boys, c'est nous les cols bleus, nous on va défendre comme des chiens. Et par contre, dès qu'on a le ballon, on ne cherche pas à ralentir le jeu, on va courir. C'est une des meilleures équipes de la Ligue en transition. Tu as du Ozar Thompson, tu as du Ron Holland, etc. On va courir pour mettre le plus de paniers faciles possible parce qu'on sait que sur jeu arrêté, on va galérer. C'est ce que je ferais si j'étais Détroit à l'approche de cette série. Je partage tout à fait ton avis, Antoine, et c'est toujours la bonne solution pour des équipes jeunes ou des équipes expérimentées parce que les paniers les plus faciles à mettre sont quand même toujours ceux sur transition, sur contre-attaque, sur jeu de relance. Et même cette équipe de New York, qui n'est peut-être certainement pas l'équipe défensive la plus forte, c'est toujours plus dur en play-off. Et là, l'essentiel de l'effectif va découvrir ça. Enfin, l'essentiel, il y a du Tobias Harris, il y a du Tim Hardaway Jr., etc., qui ont déjà été loin en play-off. Mais l'essentiel, c'est des jeunes, en fait. C'est eux qui vont avoir les responsabilités à porter. Je pense que pour les Pistons, d'une certaine manière, c'était pas le meilleur match-up, en fait, pour des play-offs, parce que c'est quand même une équipe, New York, dont l'essentiel de l'équipe est habitué à jouer dur. C'est-à-dire que des OG Anunoby, des Jalen Bronson, des Josh Hart, c'est habitué à se taper, à se bagarrer, à ce que ça durcisse s'il le faut. Et je pense que limite, il y avait peut-être d'autres match-ups qui auraient pu... où Détroit aurait pu plus mettre en avant sa dureté, finalement, pour faire la différence d'un point de vue psychologique. Mais comme vous... Je vois pas un sweep pour les New-Yorkais, même si je vois New York passer. Et même, je souhaite pas un sweep. J'aimerais bien que cette équipe de Détroit valide sa belle saison par des victoires en play-off. Donc voilà où j'en suis, moi. T'avais donné ton pronostic ou pas, Antoine? Je me rappelle plus. Alors, mon prono, c'est New York va passer, mais genre en 5 manches. Donc, une série pas serrée sur le résultat. Tu vois, 5 manches, tu peux te dire c'est quasiment un blowout, quasiment un sweep. Mais par contre, que des matchs serrés. Que des matchs serrés, pas de gros, ou peut-être un blowout, mais pas de gros blowout, que des matchs serrés. Du coup, tu perds en 5 manches, mais tu as l'impression que tu as vraiment bien résisté. Un peu comme quand les Timberwolves ont perdu contre les Nuggets. Vous savez, il y a 2 ans, justement, l'année du titre des Nuggets. En mode, ah bah tiens, on a perdu, mais on a l'impression que vraiment on leur a donné du fil à retordre. C'est un peu mon pronostic sur cette série de playoffs. Chai, du coup, tu étais revenu sur un autre prono, je me rappelle plus, parce que tu partais sur les bagarres, mais... C'est un peu mièvre, le coup de... Justement, ce sera plus difficile que prévu, ça rejoint un peu ce que dit Antoine. Ouais, comme peut-être une performance individuelle, enfin un fact un peu individuel, une stat, vu que c'est aussi une des curiosités, c'est de la rotation des Knicks, est-ce qu'il va un peu enlever quelques minutes à des titulaires, parce qu'on a vu que ça leur avait coûté cher la saison dernière. Je me demande si...
Allez, je vais dire que Josh Hart va refaire un match à 47, 48. Voilà, je me ressaisis. Josh Hart va faire au moins un match sans sortir du tout du terrain. Voilà. Je vois très bien. Ça pourrait être un match en triple prolongation. Hein. Ça serait pas surprenant. Mais 74 minutes. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que je pense que c'est une limite pour les Knicks pour la suite. Au-delà de la fatigue, de l'usure accumulée, de Brunson qui revient de blessure, il y a aussi cette question, tu sais, par rapport à certaines équipes. Les Knicks, ce qu'on a vu en saison régulière, tu sais pas s'il y a forcément un plafond encore au-dessus, vu que de toute façon, ils ont déjà fait jouer leur meilleur line-up constamment et les line-up qui ont le plus de minutes dans cette ligue, c'est que des line-up des Knicks. Tu vois, quelle est la production en plus à laquelle tu peux t'attendre pour New York quand tu sais que de toute façon, ce qui s'est passé toute l'année, c'est ce qui va se passer en playoff. Tu vois, les Cavs, on peut avoir cette interrogation par moment de se dire, bah ouais, il y a leurs meilleurs 5, même pour le Thunder, au final, leurs meilleurs 5, ils ne l'ont pas fait jouer tout le temps, tu vois. Ils vont avoir un 5 encore plus fort, encore plus souvent sur le terrain. Pour les Knicks, bah, c'est déjà ce qu'on a vu toute la saison, quoi. Ouais, je trouve ça très juste, effectivement. Et pour le coup, je disais que c'était peut-être pas le meilleur match-up pour les Pistons de prendre les Knicks. Mais pour les Knicks, c'est pas non plus le meilleur match-up parce qu'effectivement, je pense que si tu es obligé de puiser dans tes ressources, que tous les matchs sont serrés, même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il y en a 5, ça a tout de la série qui te coupe un peu les jambes pour au moment où tu vas jouer ta demi-finale de conférence. Donc c'est pas forcément cadeau pour New York. Allez, je vous propose qu'on refasse le chemin en sens inverse. Sortons dans la conférence Ouest. Match-up entre le 3 et le 6e à l'Ouest, les Lakers qui ont donc terminé avec 50 victoires, 32 défaites, qui vont affronter les Minnesota Timberwolves, 49 victoires, 33 défaites pour Minnesota, qui finalement termine 6e. Alors, je dis finalement parce que ça pourrait être une déception. L'an dernier, ils ont fait une finale de conférence. Il y a eu un trade quand même qui n'était pas anodin, où on avait le sentiment que Minnesota faisait quand même un pas... Si, ouais, c'est un pas j'allais dire, est-ce que c'est un pas de côté ou un pas en arrière? Si, c'était un pas en arrière quand même sur le talent, en tout cas, pour pouvoir se préparer au mieux pour la suite, quasiment essentiellement pour des raisons budgétaires, finalement. Au bout du compte, Minnesota qui s'en sort pas si mal sur cette saison, avec des choses qui ont été intéressantes. J'irai après sur mon pronostic. Je vais vous livrer un sentiment, en fait, qui n'est pas forcément rassurant pour Minnesota, c'est que j'ai l'impression que finalement, cette série, elle risque de beaucoup reposer sur le rendement de Julius Randle et que ça peut vraiment être le facteur X du côté de Minnesota. C'est marrant, j'y pensais. Parmi mes réflexions sur qu'est-ce qui pouvait être déterminant, quel pronostic faire éventuellement, je trouve que Randle est bien là avec Minnesota ces derniers temps. C'est un joueur très clivant, mais voilà, vous savez que je l'aime bien. Je pense qu'il est quand même intéressant. En playoff, il a toujours du mal historiquement. C'est ce qui m'inquiète un peu pour eux. Ouais, ce sera un des facteurs X. Moi, je trouve que Minnesota bénéficie quand même bien de la fin de saison de Rudy Gobert, là, que c'est un paramètre à prendre en compte aussi. On aurait eu le Rudy des premiers mois, enfin de la première partie de saison, où après il a manqué des matchs, c'était un peu plus discret que la saison dernière notamment. J'aurais pas hésité une seconde sur l'issue de la série. Là, je trouve que retrouver celui qui est quand même un quadruple meilleur défenseur de l'année, qui est capable d'inspirer, on va dire, les autres à être de meilleurs défenseurs. Et l'année dernière, faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps, une équipe où il y avait Karl Anthony Towns, pourtant, qui n'est pas le plus grand défenseur de la ligue, ils avaient sur plusieurs matchs et sur plusieurs séries une défense que je n'avais pas vue depuis super longtemps en termes de niveau, de constance, de dureté, de plein de choses. Et je me demande ça va surtout dépendre de ça. Est-ce qu'ils sont capables de redéfendre aussi fort qu'ils l'ont fait la saison dernière en play-off? Parce qu'au final, l'effectif, bon, Kat n'est plus là, mais l'effectif est quand même relativement similaire. Il y a toujours Gobert, il y a toujours McDaniels, il y a toujours Anthony Edwards. Ils sont encore là. Donc, pour moi, c'est ça la clé. C'est est-ce qu'on peut retrouver la défense élite, plus qu'élite même presque, des Timberwolves de l'année dernière pour à opposer au talent incroyable qu'ont les Lakers avec ce tandem-là qui apprend déjà bien à se connaître, une profondeur intéressante aussi. On a beaucoup parlé des Lakers récemment, on a dit tout le bien qu'on pensait d'eux et comment leur trajectoire avait changé en cours de saison. Moi, ça va vraiment être ça la différence. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est difficile aussi de pronostiquer un score ou même un vainqueur comme ça. Je pense que peut-être sur le talent individuel, je mettrais les Lakers, mais je suis très curieux de voir si Minnesota peut redéfendre le plomb comme l'année dernière. Moi, c'est paradoxalement de l'autre côté du terrain, en fait. Ce qui me ferait peur, j'en reviens à Randle, c'est Randle, la grande question pour Minnesota, c'est qui va créer, en fait? Qui va créer à part Anthony Edwards?
Et ce qui me fait peur pour les Timberwolves, après, je partage évidemment ton avis. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des joueurs pour défendre. Que ce soit Jaden McDaniels, que ce soit Nickel Alexander-Walker, que ce soit Rudy Gobert derrière en deuxième rideau, que ce soit Anthony Edwards. Il y a des joueurs capables de rester face ou de switcher sur des écrans par rapport à Austin Reeves, par rapport à Luka Doncic, par rapport à LeBron James. Mais j'ai quand même l'impression que cette série, paradoxalement, les Timberwolves, ils peuvent bien défendre et quand même la perdre. Parce que est-ce qu'ils vont être capables de bien attaquer? Et on en revient du coup à Randle et à qui va créer. Moi, là, quand je vois cette équipe des Timberwolves qui finit très bien la saison, je me dis, mais là, en playoff, on se heurte un peu au même problème que l'an passé, même en pire, en fait. Parce que Mike Conley, il a un an de plus. Donc, Mike Conley, il peut créer du jeu, mais il ne peut plus être aligné sur le terrain. Là, s'il est aligné sur le terrain, Conley, avec Luka Doncic, Austin Reeves et LeBron James, ils vont se régaler, en fait. Ils vont passer 48 minutes à le cibler. Donc il va jouer. D'ailleurs, il joue de moins en moins de minutes, Mike Conley. Donc, tu es très orphelin d'Edwards sur la production. Ça va me donner tout de suite mon pronostic, si vous voulez. C'est que moi, sur cette série, ce que je me dis, c'est que les Lakers sont trop de talent à la création pour sortir contre les Timberwolves, malgré le fait que je pense que ce soit une équipe très difficile à manœuvrer, Minnesota, qui peut poser des problèmes aux Lakers, mais j'ai l'impression qu'au bout du compte, que ce soit en 6 manches, que ce soit en peu importe le nombre de matchs, que sauf si Edwards sort la série de sa vie, mais je parle vraiment de la série de sa vie, genre du Devin Booker façon Suns l'année où ils perdent contre les Nuggets, si Edwards il fait pas une série comme ça, je vois pas comment Minnesota y passe en fait. Je me dis que c'est impossible. Mais je vais revenir sur la défense, moi aussi, et je vais vous dire pourquoi je vais parler de Randle par la suite. C'est que le problème, en fait, la raison pour laquelle je ne vois pas Minnesota pouvoir avoir l'impact défensif à cette équipe des Lakers, c'est qu'en fait, leurs meilleurs défenseurs vont systématiquement être sous-dimensionnés par rapport aux meilleurs joueurs des Lakers, en fait. C'est-à-dire que Jaden McDaniels, Nickel Alexander-Walker, c'est trop petit face à Jokic. On l'a déjà vu encore et encore. Et là, ils vont devoir jouer Jokic, ils vont devoir jouer LeBron, ils vont devoir jouer Rui Hachimura. Finalement, il y a que Austin Reeves qui est pas surdimensionné par rapport à son poste. Et j'en reviens aussi à Randle. La raison, c'est qu'en fait, Randle, quand il doit être le créateur deuxième ou quand c'est lui qui doit prendre les responsabilités, une grosse partie de son impact, il est aussi dans sa capacité à jouer du bully ball, en fait, pour lui ou pour les autres. Et là, même chose, en fait. Je suis pas sûr qu'il puisse se servir de son physique comme il a l'habitude de le faire, ou du moins comme il est capable de le faire dans les matchs dans lesquels il est le meilleur, parce qu'en face, cette équipe des Lakers qui, paradoxalement, manque de taille en protection de cercle, c'est une équipe qui est grande, en fait. Qui est grande, qui a des athlètes, des mecs costauds, etc. Et je pense que ça risque d'être la grande limite, finalement, de Minnesota sur cette série. Il y a peut-être Gobert, par contre, je reviens sur ce qu'Eshai a dit, Gobert a un rôle à jouer en défense et aussi en attaque. Les Lakers ne sont pas de protecteurs de cercle, on parle de points. Rudy Gobert, je parlais d'attaque, moi, de mettre des points. Rudy Gobert a sorti quelques très bons matchs offensifs ces derniers temps. S'il y a la volonté du côté des Timberwolves de le servir, de lui faire confiance en se disant on a besoin de mettre des points, si on met des points à l'intérieur, surtout tôt dans le match, on va forcer l'équipe adverse à réagir. Et on peut derrière libérer des espaces pour Anthony Edwards, etc. Peut-être que Minnesota doit partir à un truc qui est un peu contre-intuitif, de se dire bah ouais, on va alimenter Gobert en ballon dessous en fait. Et oui, ils vont faire des fautes et déjà il peut provoquer des fautes, peut-être des fautes notamment d'Hachimura, etc. Je pense qu'Hachimura, Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent ont un rôle primordial sur n'importe quelle série des Lakers, et notamment celle-là en particulier, que ce soit en défense ou en attaque pour mettre des 3 points. Mais voilà, tu peux provoquer des fautes, tu peux mettre des paniers faciles qui te relaxent aussi, de te dire c'est bon, on arrive à se mettre dans le flow offensivement. Derrière, de toute façon, dès que ça arrive en fin de match serré, le ballon il sera dans les mains d'Anthony Edwards et on ira jusqu'où il peut nous porter, tu vois. Mais ça peut être une option. Rudy Gobert va être très important. Je suis totalement d'accord avec toi. La question, c'est de voir si ça sera le plan de jeu et s'ils se tiendront à ce plan de jeu. Parce qu'en fait, si c'est ton plan de jeu, c'est que c'est ton plan de jeu de la première minute jusqu'à la 46e minute. Et tu dois t'y tenir, en fait. Et tu peux pas te frustrer si Rudy rate un panier. Tu peux pas te frustrer si il provoque la faute mais qu'il rate 1 ou 2 lancers francs. Il faut que tu fasses tout du long pour justement user, faire prendre des fautes à l'adversaire, et ça doit être ton plan de jeu. Alors je dis pas que ils vont pas jouer 50 isolations pour Rudy, hein. C'est pas ça la question bien sûr. Mais tu dois par contre t'y tenir tout au long du match pour que ça puisse avoir un impact suffisant. Et jusqu'à présent, force est de constater que les équipes dans lesquelles Rudy a joué en NBA,
je vais pas dire jamais, parce que ça a déjà été le cas, mais ils sont très très rarement tenus vraiment dans la rigueur, sur la longueur, et je suis pas sûr. J'ai du mal à croire que ça sera. J'ai du mal à penser que Minnesota arrivera à tenir ce plan de jeu. C'est un plan de jeu qui est comme un autre. Hein. Je pense aussi que tu peux contrecarrer ce plan de jeu, mais je serais surpris finalement si c'était l'approche de Minnesota, et surtout si les Wolves s'y tenaient. Vous voulez mon pronostic ? Oui, absolument. Pronostic totalement random, mais je sais pas, j'ai eu un flash. Je pense que Nickeil Alexander-Walker va marquer un game winner dans cette série. Voilà. C'est beau, j'adore ce pronostic. J'adore ce pronostic. Voilà. J'adore. Je sais pas si le game 3, c'était même déjà le game. Non, mais je sais pas si vous vous souvenez c'est l'année dernière où il y a 2 ans, j'avais dit Desmond Bane fera un match à 40 points, il avait fait un match à 39 points. J'étais pas loin quand même. C'était un peu random aussi. Hein. C'était quoi ton prono, Antoine ? Moi, j'avais dit les Lakers ont trop de talent à la création pour perdre contre Minnesota. Vraiment insister sur ce côté. Ils vont chasser le match-up avantageux, que ce soit sur Conley, que ce soit sur Randle, il y aura ou sur Gobert. On sait que Luka Doncic aime bien cibler aussi Rudy Gobert. Il en fait toujours quelque chose de très personnel, va savoir pourquoi. Peut-être pour une certaine demi-finale de Jeux Olympiques, mais il y a quelque chose qui fait que je me dis que les Lakers, pourtant tu vois sur le papier, j'ai vraiment essayé pardon, je fais un peu plus long du coup, mais j'avais vraiment essayé d'aborder cette série en mode faut pas céder à la facilité de se dire les Lakers, tu vois, nouveaux favoris au titre, nouveaux candidats au titre, vont sortir les Timberwolves comme ça, genre c'est déjà écrit. Je pense que Minnesota a des arguments, mais j'ai l'impression qu'au bout du compte il y a quand même trop de choses offensives en faveur de Los Angeles. Par contre, Nickeil Alexander-Walker, ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur le terrain dans tous les moments clutch, à la place de Conley, à mon avis. Et du coup, ce serait pas surprenant qu'il mette un game winner. T'inquiète, c'est prévu. Pas mal. Moi, mon pronostic, il était double. C'était d'une part qu'il y aurait un revenge game de Rudy Gobert où il serait décisif pour une victoire des Timberwolves. Et en même temps, l'autre partie de mon pronostic, c'est qu'il y aurait à nouveau une image qui ferait le buzz d'un tir de Luka Doncic sur la tête de Rudy Gobert après avoir switché. Ça, je pense que malheureusement, les deux, je pense que c'est 2 pronostics qui sont assez sûrs sur cette série. Tu veux dire avec plein de mots doux en slovène en plaçant, ok, très bien. Absolument. Alors qu'en plus, c'est Nicolas Batum qui a éliminé la Slovénie. Là. Faut le rappeler à Luka. Hein. Rudy, il a fait le job comme les autres, mais c'est pas lui qui a été cueillir près de Zelic sur son lay-up. Voilà, on a fait le tour donc des 4 confrontations qui débuteront, pour lesquelles on est sûr. On s'était posé la question de savoir si on parlait un petit peu si on allait partir sur les prédictions du play-in. On va plutôt attendre d'avoir les dernières affiches fixées pour en reparler avec vous. De toute façon, on se retrouve dès demain matin pour un CQFR, et puis dès que les matchs un CQFR, qu'il y ait match ou pas, on sera là pour le CQFR. Est-ce que c'est le retour de la late session demain, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes autour de ça la semaine dernière? Yes, on pourra parler playoffs, on pourra faire des pronos par exemple avec nos amis de la late session. Il y aura les sessions, évidemment demain soir. Demain après-midi, il y aura aussi un podcast sur la draft WNBA qui se tient cette nuit. On en parlera peut-être très rapidement demain matin dans le CQFR aussi, parce qu'il n'y aura pas de match. Mais il y aura un podcast spécialement dédié à ça pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par la draft WNBA. Voilà, si vous voulez savoir quelles seront les implications pour Paige Bueckers, la probable numéro 1 de draft, pour Dominique Malonga aussi, qui est dans les dernières mocks, qui était annoncé à la 2e place de cette draft. On verra si ça se confirme. On pourra y revenir effectivement dans le CQFR, et puis en détail avec Shai aux commandes dès demain après-midi. On vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci encore d'être avec nous, et on vous dit à très vite. Ciao. 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 Is out there, and it's either play or get played.